Autant l'admettre, la plupart des tombes anciennes ont été profanées au moins une fois. Quelles qu'aient été les rumeurs entourant leur malédiction, la plupart des momies ont également été démaillotées. À une exception, la momie Bashiri demeure intacte et suscite un tel trouble que nul n'ose en percer les secrets. Voici Howard Carter, un nom qui vous est sans doute familier si vous vous intéressez à l'Égypte ancienne. On le connaît surtout pour avoir mis au jour, en 1922, la tombe du pharaon Toutankhamon. Mais rares sont ceux qui savent qu'avant cette découverte majeure, il aurait peut-être trouvé une autre momie. Cette découverte remonte à 1919 et porte divers noms, la momie de Bashiri, celle de Pachéry ou encore l'Intouchable. Selon certains témoignages, Carter aurait croisé son chemin dans la vallée des rois, précisément là où il exhumera plus tard le tombeau de Toutankhamon. Pourtant, cette momie demeure enveloppée de mystère. Ce n'est pas la superstition qui l'a protégée, mais la crainte de provoquer un tort irréparable. Personne ne peut garantir qu'un geste malencontreux pourrait être corrigé. Si finement emmaillotée, elle n'a jamais été déroulée. Les chercheurs redoutent de causer un dommage irréversible à son enveloppe funéraire. Il existe une règle d'or chez les spécialistes des antiquités. Si vous n'êtes pas absolument certain de pouvoir restaurer ou préserver un objet tel quel, abstenez-vous d'y toucher. L'histoire regorge d'exemples de trésors anciens irrémédiablement défigurés, comme le tristement célèbre Ecce Homo, ou la statue au sourire maladroitement restaurée. Le tissu fragile recouvrant son visage arbore un motif singulier, évoquant la forme stylisée d'une pyramide. Bien que les experts restent prudents, il pourrait s'agir d'un cas unique dans l'art de l'embaumement. Toutefois, sans en maîtriser la technique d'origine, le dérouler puis le restaurer sans l'abîmer semble quasiment impossible. Autrefois, qu'ils soient érudits ou pillards, les hommes n'hésitaient pas à défaire les bandelettes funéraires, souvent dans un but d'étude. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'examiner le contenu des sarcophages avec précision, sans avoir à altérer ni ouvrir la moindre enveloppe. Après un examen approfondi de la momie de Bashiri, les chercheurs ont pu déterminer qu'elle appartenait à un homme mesurant environ 1,67 m et ayant vécu durant l'ère ptolémaïque, soit entre 305 et 30 avant notre ère. Cela signifie que cette dépouille remonte à quelques 2300 ans. Le musée égyptien a révélé que les radiographies avaient permis de déceler une inscription portant le nom du défunt, bien qu'il demeure difficile d'affirmer s'il s'agissait de Pachéry ou de Nenu, ce qui ne fait qu'ajouter au mystère. Le musée a également tenu à souligner que le luxueux coffret renfermant la momie était orné de scènes richement illustrées. On y distingue le corps du défunt allongé sur un lit funéraire, encadré par les déesses Isis et Nephthys, ainsi que par les 4 fils du dieu Horus. À ses pieds figurent en outre 2 représentations d'Anubis. Il convient de noter que la momie de Bashiri n'est pas la seule à avoir conservé son intégrité. C'est également le cas d'Isetem-Kebde. L'archéologue français Gaston Maspero, soucieux de préserver son repos, avait en effet choisi de ne pas ouvrir sa momie, tant son état de conservation était remarquable. Il avait toutefois précisé que la tombe avait été jadis mise à sac. Les radiographies ont permis d'approfondir notre connaissance de cette momie. Les images ont révélé la présence de plusieurs objets enfouis avec elle, notamment des amulettes autour de son cou, de son bras droit et de son front. Il s'agissait de l'épouse d'un grand prêtre. Ces radios ont également mis en évidence des problèmes dentaires et une arthrite touchant ses genoux. Si l'on sait qu'elle est morte à un âge avancé, il reste difficile d'en déterminer la précision. Mais divers documents datant du règne de son fils attestent de la haute estime dans laquelle elle était tenue au sein du royaume. Isetem-Kebde n'était autre que la sœur épouse de Pinet-Jem II. Vous avez bien saisi? Ils étaient à la fois conjoints et liés par le sang. Une telle union, aussi choquante puisse-t-elle paraître aujourd'hui, visait à préserver la pureté du sang royal. Un raisonnement comparable à celui des Habsbourg, dont la quête obsessionnelle de pureté aboutit à la consanguinité et à la tristement célèbre mâchoire des Habsbourg. Il ne nous appartient pas de juger les normes ou les pratiques de l'Égypte antique, mais ce que l'on peut affirmer sans réserve, c'est que tant Bashiri qu'Isetem-Kebde ont eu la chance exceptionnelle de demeurer intacts. Toutankhamon, pour sa part, n'échappa pas à l'acharnement méthodique des chercheurs, au prix de nombreuses dégradations. Bien que la sépulture de Toutankhamon ait été mise au jour dès 1922, il fallut attendre l'année 1925 pour que les cercueils emboîtés soient ouverts lors d'une campagne de fouilles. Le premier, maintenu fermé à l'aide d'épingles en argent, dissimulait un second cercueil, anthropomorphe, décoré de verres colorés et de guirlandes florales. Des inquiétudes entouraient dans la momie royale, car elle avait été exposée à l'humidité. Le cercueil intermédiaire, dépourvu de poignée et particulièrement lourd,
exigeait une extrême prudence lors de sa manipulation. Le 28 octobre 1925, en ouvrant le cercueil intérieur, en or massif et enveloppé d'un tissu rouge, les chercheurs découvrirent enfin la momie du souverain. La momie de Toutankhamon, longue d'environ 185 cm, épousait presque parfaitement les dimensions du cercueil intérieur, qui en mesurait 188. Vous l'aurez deviné, cette marge minime posait un réel problème. Extraire un corps aussi ancien, fragile et desséché d'un espace aussi restreint relevait d'un véritable défi, tant les risques d'endommagement étaient grands et la maniabilité quasi nulle. L'aspect de la momie soulevait des soupçons, elle était d'un noir de jais. Howard Carter, responsable des fouilles, estima qu'environ 2 seaux d'huile avaient été versés sur le corps. Toutefois, on avait soigneusement évité d'en asperger le masque et les pieds, probablement dans l'intention d'assurer une meilleure conservation. Le corps reposait dans le cercueil avec une légère inclinaison, et la différence de concentration d'huile entre les deux côtés laissait penser que le cercueil avait peut-être basculé lors de sa mise en place dans le sarcophage. Ce liquide, en réagissant avec le temps, généra de l'humidité puis des réactions chimiques internes. Carter qualifia ce phénomène de combustion spontanée lente, qui entraîna la carbonisation progressive des bandelettes de lin. Hélas, la chaleur et l'humidité combinées n'épargnèrent pas les ornements funéraires. Le sceptre et le fléau se désintégrèrent, le scarabée en résine se fissura, et les fils retenant les mains ainsi que les bandelettes commencèrent à se désagréger, rendant l'ensemble du dispositif extrêmement fragile et instable. Avec le temps, les huiles s'étaient solidifiées, agissant comme une colle entre la momie, son masque et le fond du sarcophage. Pour tenter de les séparer, les archéologues exposèrent les cercueils au soleil durant plusieurs heures, atteignant une température de 65 degrés. Malgré cette tentative, la momie resta figée, et l'examen dut être réalisé sur place, sans pouvoir la déplacer. L'examen de la momie commença par les jambes et les pieds, les chercheurs ayant choisi de procéder de bas en haut. En déroulant avec précaution les premières bandelettes, ils mirent au jour le premier d'une série de trésors enveloppés aux côtés du souverain. Chaque découverte fut méthodiquement photographiée et dûment répertoriée, dans le respect des exigences de la documentation archéologique. Les couches internes des bandelettes étaient en mauvais état, largement réduites en poussière, ce qui compliquait la compréhension de leur agencement initial. Néanmoins, les méthodes employées restaient conformes à celles observées dans d'autres momies nobles de l'époque, avec de nombreux coussinets en lin plié servant à modeler le torse et les cuisses. Les bandelettes extérieures et intérieures étaient confectionnées en lin fin, tandis que les couches médianes étaient plus grossières. Un bandage complexe entourait les épaules, la poitrine et la région de l'aine. Chaque membre, ainsi que les doigts et les orteils, recouverts de capuchons d'or, étaient enveloppés séparément. De plus, Toutankhamon portait des sandales en feuilles d'or aux pieds. Les chercheurs espéraient pouvoir séparer la momie du cercueil en retirant simplement les bandelettes extérieures, mais la résine avait solidement collé le corps au bois. Ils durent donc procéder à un dégagement mécanique, sectionnant le torse au niveau des hanches et désarticulant les bras pour continuer le démaillotage. Pour stabiliser les différentes parties, chaque segment fut traité à la cire de paraffine chaude, puis les mains et les pieds furent réassemblés à l'aide de résine. La tête, collée au masque funéraire, fut détachée avec des couteaux chauffés. Afin d'examiner la dentition, une incision fut pratiquée autour de la mâchoire et du cou, réparée ensuite à la résine. Techniquement, les scientifiques firent tout ce qui était en leur pouvoir pour préserver la momie. Pourtant, malgré leurs efforts, elle subit des dommages irréversibles. Et vous, qu'en pensez-vous? On vient de mettre au jour la tombe d'un médecin royal ayant vécu il y a plus de 4 millénaires, un homme entre les mains duquel reposait la vie des pharaons. Il détenait des secrets si précieux qu'il n'était connu que des souverains et des dieux. Et pourtant, lorsqu'ils ouvrirent sa tombe en 2024, nul corps n'y fut découvert. Seules demeuraient des peintures éclatantes, épargnées par les siècles, et d'étranges symboles gravés dans la pierre. Qui était cet homme? Et pourquoi fut-il inhumé avec des incantations liées à la déesse Scorpion? Le tombeau reposait profondément enseveli sous les sables de Saqqara. Le médecin se nommait Téti-Nebefou. Il vécut il y a environ 4100 ans, durant l'une des périodes les plus énigmatiques de l'histoire égyptienne, la frontière incertaine entre son apogée et son déclin. C'étaient les derniers instants de l'ancien empire égyptien. Le soleil scintillait encore sur les pyramides tout juste achevées, mais déjà les ombres s'allongeaient. Le pharaon Pépi II aurait régné plus longtemps que nul autre avant lui, pendant 90 ans. Or, à l'issue de son règne, le royaume se fissurait, l'autorité centrale se fragilisait,
les chefs locaux prenaient de l'ascendant, et les crues du Nil devenaient capricieuses. Dans ce contexte incertain, le médecin énigmatique semblait pourtant prospérer. Sa tombe fut exhumée par une mission archéologique franco-suisse à l'ombre des antiques pyramides. Ce qui intrigua le plus, ce fut la découverte de la chambre funéraire. Aucun corps, aucune richesse. Il apparut que le tombeau avait hélas été pillé depuis longtemps. Mais ce qui subsistait s'avérait encore plus fascinant. Les mots et les images gravées sur les parois. Les fresques conservent une intensité saisissante, des couleurs vives, miraculeusement préservées malgré les siècles passés sous terre. On y voit des jarres, des récipients, d'étranges motifs abstraits et des formes géométriques. Et surtout, les hiéroglyphes, des lignes entières d'écriture sacrée, gravées avec une précision telle qu'on croirait qu'une âme entière s'y est déversée. Ces inscriptions ont permis de découvrir la véritable identité de Tétinébéfou. Il n'était pas un simple praticien. Il portait le titre de conjurateur de Serket. Serket, déesse égyptienne associée au scorpion, vénérée et redoutée, était censée neutraliser les venins, guérir les morsures et préserver les vivants des toxines. Ce titre de conjurateur indiquait que Tétinébéfou était un spécialiste des piqûres et morsures dangereuses. Et si une tombe entière lui avait été consacrée, c'est sans doute qu'il était l'expert suprême d'Égypte en la matière. Un homme qui soignait à la fois par la médecine et la magie. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Il portait également le titre rarissime de directeur des plantes médicinales, mentionné une seule autre fois dans toute l'histoire égyptienne. Ce qui signifie qu'il maîtrisait l'usage thérapeutique des herbes, racines et huiles avec un savoir inégalé. Vous vous demandez peut-être, quelle plante dans un pays dominé par le sable? Pourtant, les anciens Égyptiens utilisèrent des traitements à base de plantes qui seraient encore crédibles dans certains laboratoires actuels. Ils fabriquaient pilules, onguents et inhalateurs, choisissant un principe actif, un arôme pour en faciliter l'absorption, et un vecteur pour le diffuser dans le corps. Cela ne vous rappelle rien? Certes, ils ne disposaient pas d'une grande variété de plantes traditionnelles. Ainsi, certains ingrédients peuvent nous sembler étranges, comme le mélange d'excréments de crocodile et d'acacia avec du miel. Ils avaient même élaboré des recettes de crème contre les rides. Il apparaît aussi que ce guérisseur énigmatique portait le rare titre de « dentiste en chef », une désignation quasiment absente des archives antiques. Les preuves de la pratique dentaire en Égypte ancienne sont extrêmement rares. Ce savant ne se contentait donc pas de combattre les venins ou d'étudier les plantes. On lui confiait également le soin des dents et des mâchoires, particulièrement démunis à l'époque. Les anciens Égyptiens ont beau avoir érigé des merveilles, leurs dents en ont souffert. Le sable se glissait constamment dans leur alimentation. Le pain bourré d'impuretés et les légumes crus râpaient l'émail, provoquant une pathologie redoutée, l'attrition. Les conséquences étaient mandat multiples, dont la perte prématurée des dents. Ils ont donc dû improviser. Par exemple, en concoctant le plus ancien dentifrice connu, à base de roche pilée, de menthe et de poivre, un mélange qui, ironiquement, irritait les gencives. Ou encore des pâtes dentaires à base de coquilles d'œufs, de pierre ponce et de natron, un minéral salé utilisé comme agent nettoyant. Ils développaient aussi des bains de bouche à base de céleri, de son et d'herbes pour apaiser ces maux. Certaines momies ont même été découvertes avec des appareils rudimentaires, des bagues métalliques et des fils d'or retenant les dents manquantes. On ignore toutefois s'il s'agissait d'un traitement pour les vivants ou d'un ornement funéraire destiné à l'au-delà. Tétinébéfou maîtrisait donc tous ces domaines. 3 titres rares réunis en un seul homme. À son époque, il devait passer pour un véritable puits de science. Dans un monde sans technologie moderne, il faisait figure de magicien, capable de sauver une vie grâce à une simple feuille ou une banale écorce. C'est pourquoi les archéologues estiment qu'il ne s'agissait pas d'un médecin ordinaire. Il aurait été le médecin royal, celui qui veillait sur la santé du pharaon lui-même. On ignore quel roi il servait, peut-être Pépi en Meu, et qui sait, c'est peut-être à lui qu'il devait son exceptionnelle longévité. Si cela était avéré, Tétinébéfou aurait alors été témoin de l'effondrement de l'ancien empire, observant la fin de l'âge d'or depuis le cœur du palais. Puis il fut enseveli après sa mort, et sa dépouille, dérobée ou perdue avec le temps. Mais l'équipe poursuit l'étude du tombeau, mettant encore au jour les traces de cet homme hors du commun. De manière générale, l'ancienne médecine égyptienne atteignait un niveau étonnamment avancé. Bien des pratiques nous paraissent encore familières aujourd'hui.
Ils avaient des hôpitaux, des spécialistes, des interventions chirurgicales et même des écoles de médecine. Hommes et femmes pouvaient devenir médecins. Ils utilisaient divers traitements et pratiquaient la chirurgie avec de vrais instruments. Scalpel, pinces, fils de suture. Certains soignaient uniquement les yeux, d'autres les dents, l'estomac ou ce qu'ils nommaient les maladies cachées. Ils nettoyaient et bandaient les plaies, réparaient les os fracturés à l'aide d'attelles en bois ou en roseaux enrobés de lin et savaient éviter les infections. On comptait même des proctologues. Ils ont aussi conçu les premières prothèses, comme un orteil en bois muni de lanières de cuir, permettant à des patients de retrouver une démarche normale. La plus ancienne prothèse connue date de 3000 ans. Mais le plus étonnant, c'est qu'ils ont aussi tenté d'extraire des tumeurs. Une étude récente a analysé un crâne vieux de 4000 ans, celui d'un homme d'une trentaine d'années. On y a trouvé des traces de tumeurs anciennes. Et autour de 3 d'entre elles, des incisions nettes faites à l'aide d'un outil métallique. Preuve qu'on a peut-être tenté de les retirer ou de les examiner. Était-ce un traitement? Une autopsie? On l'ignore. Un autre crâne, celui d'une femme âgée de plus de 50 ans, présentait les mêmes signes, mais aussi des fractures anciennes, parfaitement consolidées. Ce qui laisse penser que ces soins ont sans doute été efficaces. Être guérisseur dans cette société signifiait détenir un pouvoir immense, combinant les rôles de prêtre, de savant et de magicien. Pour les anciens Égyptiens, la médecine était un art nécessaire, vénéré autant d'égards que leur dieu. Ils pensaient que la maladie relevait à la fois du corps et de l'esprit. Ainsi, un médecin pouvait à la fois appliquer un onguent et réciter une incantation. Et bon nombre de leurs traitements portèrent leurs fruits. Leur réputation dépassait les frontières. Des souverains venus de contrées lointaines, comme la Perse, faisaient appel à eux. Même Homère affirmait que les Égyptiens étaient les guérisseurs les plus doués d'entre tous. Bien sûr, leur compréhension du corps humain n'était pas parfaite. Ils croyaient que le cœur gouvernait pensée et émotion, sans saisir le rôle du cerveau. Pourtant, leur méthode, observer les signes, établir un diagnostic, proposer un traitement, ressemble furieusement à celle de notre médecine moderne. Ils accompagnaient leurs gestes de prière, certes, mais ils refermaient aussi les plaies. Leur médecin le plus célèbre, Imhotep, était un véritable polymathe, architecte, prêtre, guérisseur. Il fut si admiré de son vivant qu'on finit par le vénérer comme un dieu de la médecine. Et oui, un simple mortel, promu au rang de divinité. Et dire qu'il a vécu 2000 ans avant Hippocrate, qu'on considère pourtant comme le père de la médecine. D'ailleurs, certains suggèrent ironiquement qu'on devrait abandonner le serment d'Hippocrate pour lui préférer le serment d'Imhotep. Car ces Égyptiens ne posaient pas seulement des pierres, ils posaient les premières bases de la médecine. Lorsqu'on entend le mot « momie », ça donne parfois froid dans le dos. En effet, la plupart d'entre nous associent ce mot à ces personnages effrayants que nous avons vus dans des films d'horreur. En réalité, les momies nous ont permis de comprendre beaucoup de choses sur les civilisations anciennes, sur ceux qui les gouvernaient, et sur la façon dont les gens vivaient à la perte de leurs proches. Les Égyptiens de l'Antiquité, qui croyaient qu'une certaine forme d'existence après la mort était possible si certaines conditions étaient respectées, sont le peuple le plus connu au monde pour ses momies. Ceux-ci préservaient effectivement les corps humains par le biais du processus de momification et plaçaient les momies dans des tombeaux équipés, un peu comme s'il s'agissait d'appartements. Pourquoi ce peuple y croyait-il? Eh bien, parce que la plupart étaient profondément liés à leur environnement naturel. Les Égyptiens étaient pleinement conscients des cycles naturels autour d'eux, comme le lever du soleil chaque jour ou de la lune la nuit, mais aussi de la façon dont la vie renaissait des plantes dans un cycle perpétuel, même avoir fané. Ils croyaient également que le puissant esprit Osiris, qui représentait le cycle de la disparition et de la résurrection, jouait un rôle dans ce processus. Pour se préparer à l'au-delà, les Égyptiens de l'Antiquité suivaient certains rituels, comme la momification, qui consistait à utiliser des éléments aussi variés que le miel, les résines, ou encore l'encens pour préserver les corps. Aucune momie n'est plus célèbre que celle du roi Tut, Toutankhamon. Ce jeune pharaon régna sur l'Égypte il y a plus de 3000 ans. Un problème majeur lors de la découverte des tombes royales est que la plupart ont déjà été pillées au moment où on les retrouve. Le peuple savait que les souverains laissaient de nombreux objets de valeur à leur côté après leur mort, ce qui rendait ces lieux de sépulture vulnérables face aux voleurs. Étonnamment, lorsque la tombe du roi Tut fut ouverte en 1922, les gens se réjouirent,
car elle n'avait pas été volée à l'instar de beaucoup d'autres tombes royales. C'est dire à quel point elle était bien cachée. À l'intérieur, sa momie était enfermée dans 3 cercueils au total, dont un en or. Les objets trouvés dans sa tombe furent très révélateurs de ce qu'était l'Égypte antique. L'étude de sa momie nous a également permis d'en savoir plus sur la culture et les pratiques en vigueur à l'époque où il est décédé. Enfin, les recherches liées à son ADN nous ont conduit à obtenir des informations sur sa famille. En outre, les scientifiques purent découvrir qu'il avait, par exemple, souffert de la maladie appelée le paludisme, et d'un problème au pied susceptible de l'avoir gêné lorsqu'il marchait. Ramsès II est un autre pharaon égyptien qui a régné pendant 68 ans, ce qui n'était pas rien à l'époque. Il est connu pour ses campagnes militaires d'expansion et ses réalisations architecturales. De nombreuses preuves datant de son règne existent encore aujourd'hui, notamment une grande statue à son effigie. Ramsès II mesurait environ 1,20 m et a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. Après avoir examiné sa momie, les scientifiques conclurent qu'il souffrait peut-être d'une maladie affectant sa colonne vertébrale. Vous vous souvenez des voleurs que j'ai évoqués plus haut? C'est probablement à cause de ces derniers que Ramsès II termina dans le cercueil ordinaire d'une collection secrète de momies royales à Deir el-Bahari, qui a été redécouverte en 1881. Heureusement, les archéologues purent l'identifier, car ses voyages avaient été consignés sur ce qui l'enveloppait. Le processus de momification était très fastidieux. En effet, dans l'Égypte antique, la momification pouvait durer jusqu'à 70 jours. Une personne dédiée prononçait un discours très spécifique, tout en manipulant délicatement le corps et en le séchant à l'aide d'une sorte de sel appelé natron. On utilisait également du lin et de la résine pour que le corps paraisse plus vivant et pour l'envelopper dans un tissu. La tombe était tout aussi importante que la momification pour les Égyptiens de l'Antiquité. Les parois de la tombe du roi Tut, par exemple, étaient ornées d'œuvres d'art complexes représentant son voyage dans l'au-delà, depuis sa procession funéraire jusqu'à son passage aux enfers. Les Égyptiens antiques pensaient que tout le monde faisait ce voyage après sa mort et remplissaient donc les tombes d'objets et de peintures pour aider les défunts au cours de leur voyage spirituel. En outre, les murs de la tombe étaient décorés de formules tirées d'un livre spécial qui contenait une série de poèmes dont les Égyptiens pensaient qu'ils aideraient les gens à atteindre l'au-delà. Fait soulignant l'importance de ce voyage, les gens plaçaient même de la nourriture dans ces tombes antiques. Dans la tombe du roi Tut, les archéologues découvrirent 36 jarres de boissons antiques et 8 paniers de fruits, déposés là pour l'aider dans son voyage vers l'au-delà. Les Égyptiens pensaient que le voyage vers l'au-delà prenait beaucoup de temps, et laissaient donc des provisions conséquentes pour soutenir leurs proches. Les pharaons possédaient généralement de nombreux vêtements luxueux et de beaux bijoux dans leurs tombes afin de s'assurer que leur tenue serait à la hauteur de leur statut lors de leur voyage. On a retrouvé des vêtements en lin, tels que des tuniques, des écharpes, des gants et des coiffes. De nombreux bijoux en or ornés de pierres précieuses, des bracelets aux boucles d'oreilles, en passant par des colliers et des bagues, mais aussi des représentations d'insectes censés les protéger. Certaines tombes contenaient même des éventails en ivoire et en plumes d'autruche pour les garder au frais dans l'au-delà. Aussi fou que ça puisse paraître, certains souverains de l'Antiquité furent placés dans leurs appartements éternels avec des bateaux. Par exemple, le pharaon Khufu fit construire la grande pyramide de Gizeh pour en faire son tombeau, et un grand bateau fut retrouvé à l'intérieur. Le roi Tut, quant à lui, fut enterré avec plusieurs pagis de bateaux, mais pas de bateau à proprement parler. À la place, il avait 3 chars et de nombreux bâtons de marche en matériaux précieux, ce qui indique peut-être qu'il souhaitait se rendre dans l'au-delà par la terre et non par l'eau. Parmi les objets les plus intéressants trouvés près des momies antiques, on trouve des flacons d'huile et de parfums. Si les souverains étaient censés toujours être à la dernière mode, pourquoi ne pas sentir bon par la même occasion, n'est-ce pas? Certains d'entre eux possédaient également des jeux de société, la plupart fabriqués dans des matériaux précieux, comme l'or ou l'ivoire. L'un de ces jeux, le Senet, était très populaire en Égypte antique et ressemblait beaucoup aux échecs modernes. Les Égyptiens de l'Antiquité ont peut-être les momies les plus célèbres, mais ce ne sont pas ceux qui inventèrent la momification. En réalité, tout commença en Amérique du Sud, avec un peuple ancien appelé Chinchorro. D'après ce que nous savons aujourd'hui, ce peuple fut le premier à momifier ses proches défunts et suivit en cette tradition pendant environ 2000 ans avant que les Égyptiens ne commencent leur propre rituel.
Certes, l'étude de ces momies permet d'en apprendre beaucoup sur les souverains de l'Antiquité, mais jusqu'à récemment, nous n'avions encore aucune idée de ce à quoi les défunts ressemblaient vraiment de leur vivant. Cependant, il n'y a pas si longtemps que cela, des peintures de momies très particulières furent découvertes par des archéologues qui étudiaient des objets égyptiens antiques. Ces portraits de momies sont des peintures très détaillées d'individus réalisés de leur vivant. Ils étaient souvent peints sur du bois, contrairement aux portraits sur toile classiques que nous connaissons tous. Ces portraits sont appréciés pour leur réalisme et leur beauté, et ont même été utilisés par des chercheurs pour diagnostiquer des maladies en les comparant aux momies correspondantes. Certains de ces portraits comportent également des représentations de bijoux, qui ont été retrouvés plus tard sur les momies. La découverte récente de ces portraits de momies en Égypte centrale revêt une grande importance, car c'est la première fois depuis plus d'un siècle que de telles peintures sont retrouvées. Les momies sont apparues partout dans le monde de manière naturelle. En effet, la momification peut se produire sans que l'homme n'intervienne, en raison de conditions naturelles. Par exemple, des environnements extrêmement froids ou chauds, des endroits où l'oxygène manque, ou une exposition accidentelle à des produits chimiques qui préservent le corps. Les conditions que je viens de citer ne permettent pas aux bactéries de se développer, ce qui fait que le corps reste plus ou moins intact. Le célèbre Otzi est l'une de ces momies. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait d'un homme ayant vécu il y a environ 5000 ans en Europe, mais lors de sa découverte dans les Alpes en 1991, les autorités autrichiennes crurent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne en raison de la bonne conservation du corps. Cependant, après avoir retiré l'homme des glaces du glacier, il fut établi qu'il datait en fait de l'âge du cuivre. Pendant plus de 3000 ans, personne n'a su que cet endroit existait. Et puis, tout d'un coup, des archéologues qui faisaient des fouilles près d'Alexandrie ont découvert quelque chose de vraiment surprenant. Une ville égyptienne oubliée. Ce lieu est enseveli sous des ruines grecques et cache des secrets qui pourraient réécrire l'histoire des pharaons et de leurs armées. L'un des artefacts retrouvés, qui ressemble à une simple cruche à vin, a déjà tout bouleversé. Nous pensions tout connaître de ce qui avait de l'importance sur la carte de l'Égypte ancienne. Pyramides, Thèbes, Luxor, Alexandrie. Mais non, cette carte vient d'être mise à jour. Cette nouvelle ville était un lieu majeur et date d'il y a environ 3400 ans. On vient de la découvrir sur un site appelé Kom El Nugus. Cet endroit est situé à l'ouest d'Alexandrie et se trouve entre la Méditerranée et un lac d'eau salée qui porte le nom de lac Mariout. Cette découverte a fait se foncer quelques sourcils. Les scientifiques pensaient que cet endroit était autrefois vide et qu'il n'avait été habité que par les Grecs vers 332 avant notre ère. Mais il s'avère que des gens vivaient à Kom El Nugus bien avant cela. Alors que les archéologues fouillaient ces ruines grecques, ils ont remarqué quelque chose d'inattendu. Des murs en briques crues. Oui, vous savez, comme pour les pyramides, le genre de choses que les Égyptiens construisaient à l'époque du Nouvel Empire. Ces briques de terre crue sont faites de boue, d'argile, de sable et de paille. Ces ingrédients étaient mélangés avec de l'eau et séchés au soleil, pas cuits. Les Égyptiens les ont utilisés pendant des milliers d'années pour construire des maisons, des temples, des palais. Et oui, les pyramides. Bien sûr, d'autres civilisations ont également utilisé les briques de terre crue, mais celles dont se servaient les Égyptiens ont quelque chose de particulier. Ils utilisaient la paille qui poussait dans leur région, différents styles de disposition et de mortier. C'est ce qui a permis aux experts de comprendre que les Égyptiens étaient présents à Kom El Nugus. Ce seul fait a surpris la communauté scientifique. Mais ensuite, ils ont trouvé d'autres choses. Toute une rue, des structures enterrées, et même un temple construit par Ramsès le Grand lui-même. Son nom parle de lui-même. Ce gars fut l'un des pharaons les plus célèbres de toute l'histoire du royaume. Il a régné sur l'Égypte ancienne pendant 66 ans, a mené de grandes batailles, et il adorait construire toutes sortes de choses, comme ce temple. Les gens l'aimaient tellement que les pharaons suivants ont littéralement prétendu être lui et ont inscrit son nom sur leurs bâtiments. C'est alors que les archéologues ont compris qu'ils n'étaient pas en train d'examiner de simples briques dans un village. C'était toute une ville enfouie. Ils se sont immédiatement mis à creuser davantage. Et il s'est avéré que tout ça avait été finement planifié. Le lieu avait été construit avec beaucoup de soin. Les rues avaient des drains pour empêcher la pluie de venir détériorer les murs en briques crues. Il y avait aussi de petites chapelles funéraires avec des inscriptions dédiées aux soldats. Cela suggère que cet endroit était peut-être une base militaire. Et cela change énormément de choses. Dans l'Égypte ancienne, quand l'armée arrivait, c'était pour une raison. Alors,
De quoi s'agissait-il? Protection, conquête, contrôle de quelque chose d'important. Dans le cas de cette ville, on pense que c'est le vin, l'eau et le commerce, à la lisière du désert, qui avaient fait marcher l'armée. Le plus fou, c'est que nous ne connaissons pas encore exactement l'ampleur de ce site. L'équipe n'en a découvert qu'une partie jusqu'à présent. Il pourrait y avoir des fortifications, des entrepôts, des bâtiments administratifs et plus de structures religieuses et royales sous toute cette terre. Nous ne savons pas non plus comment cette ville s'appelait dans les temps anciens. Son nom est encore enterré, mais on pourrait le découvrir un jour, peut-être à l'intérieur d'un mur, peut-être sur un parchemin, peut-être sur une autre cruche cassée. L'un de ces pichets s'est déjà avéré être une merveille fascinante. Un morceau de peau en céramique, appelé amphore, portait un sceau royal pressé dessus, et ce sceau portait le nom de Méritaton. La princesse Méritaton n'était pas n'importe qui. Elle était la fille aînée de la reine Néfertiti et une des sœurs aînées du roi Toutankhamon. Oui, c'est exact, Néfertiti et Toutankhamon ont bien leur place dans cette histoire. Tout cela s'est déroulé environ un siècle avant que Ramsès le Grand ne construise l'un de ses temples ici. Il semble que la ville ait été fondée à l'époque d'un autre pharaon, le pharaon Akhenaton, époux de la reine Néfertiti, père de la princesse Méritaton et du futur roi Toutankhamon. Ce gars, Akhenaton, était un peu imprévisible. C'était le genre de personne qui devient vraiment bizarre quand il s'agit de ses lubies. Il essaya de changer complètement la religion de l'Égypte, forçant tout le monde à adorer le disque solaire, Aton, au lieu des divinités habituelles. En gros, il dit à tout le royaume que leur mythologie était fausse, et qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus d'Osiris, plus de Thoth ni de Seth, seulement la lumière brute du soleil. Eh oui, cette époque porte le nom de période amarnienne. Et il s'est donné à fond. Il a changé son nom, construit une toute nouvelle capitale, Amarna, au milieu du désert, redessiné des temples, réécrit des hymnes, et même interdit les images religieuses traditionnelles. Même l'art est devenu fou à l'époque. Les gens ont commencé à avoir des têtes allongées, des bourrelets ventraux, et toute cette humanité et vulnérabilité fut gravée dans la pierre. C'était délibérément bizarre. Il voulait montrer que les membres de sa famille n'étaient pas des dieux parfaits, mais des vaisseaux humains de lumière divine. Tout le monde devait sourire maladroitement et faire semblant, parce qu'il était le pharaon, après tout. Le plus farfelu, c'est qu'après son règne, son fils Toutankhamon a inversé tout ce qui était lié au disque solaire. Il a littéralement changé son nom de Toutankhaton, ce qui signifie « image vivante de l'Aton ». Le disque solaire, en Toutankhamon, ce qui signifie « image vivante d'Amon », l'une des grandes divinités anciennes. Le roi Toutankhamon a donc ramené les anciennes divinités, rouvert les temples et effacé autant que possible l'héritage d'Akhenaton. On dirait que sa famille n'aimait pas vraiment le culte du soleil, après tout. Pendant ce temps, cette cruche de vin découverte montre que la ville était probablement active, prospère et pleine de vie, à l'époque d'Akhenaton. Et c'est énorme. Jusqu'à présent, il n'y avait aucune preuve que ses idées et projets révolutionnaires s'étendaient jusqu'au nord. La cruche montre également que les vignobles et la production de vin existaient au nord du royaume. Le vin était vraiment une affaire de grande importance, justifiant l'établissement d'une base militaire. La princesse Méritaton a très probablement utilisé cette cruche. Tout comme son frère, elle est née sous le signe du soleil et fut nommée d'après celui-ci. Son nom, également orthographié Méritaton, signifie « bien-aimé de l'Aton ». En tant que fille aînée du pharaon et de sa reine, née en plein milieu de changements religieux radicaux, elle a été élevée pour accomplir les devoirs d'une future reine. Dès ses premières années, elle marchait dans les temples aux côtés de sa mère Néfertiti, secouant le sistre lors de rituels solennels. Elle était présente lorsqu'Akhenaton a établi sa capitale, Amarna. Il aimait clairement sa famille. Le visage de Méritaton fut gravé sur ses murs de pierre plus que celui de quiconque. Dans chaque temple, dans chaque scène sacrée, son visage apparaît et vénéré. Les événements deviennent flous dans l'histoire après le décès de son père. Le trône vacillait. Le roi Toutankhamon était très jeune, âgé de seulement 9 ans, lorsqu'il a dû assumer ses nouvelles responsabilités. Méritaton semble avoir été un bref intermède entre son père et son jeune frère. Elle a épousé un homme du nom de Smenkhkare. Les historiens ne sont même pas certains de l'identité de cet homme mystérieux. Il a même pu s'agir d'une invention, le roi fantôme d'une dynastie en ruine, ou alors, c'était son frère. Quelle que soit la vérité, ces deux-là ont pris le pouvoir et ont régné ensemble pendant un certain temps. Méritaton a obtenu le titre de grande épouse royale.
un titre d'un pouvoir immense. Mais Smenkhare a été un souverain de très courte durée. Il est décédé après environ 1 an seulement. Certains historiens émettent l'hypothèse que Méritaton était la véritable dirigeante, la pharaone informelle, car son frère était encore trop jeune. Certaines théories suggèrent même qu'elle a élevé Toutankhamon, et qu'elle est devenue une sorte de reine régente, éduquant l'enfant qui restaurerait plus tard l'ordre ancien. Mais rien de tout cela n'est confirmé. Il est très difficile pour les historiens de trouver des informations sur cette époque, car la période amarnienne a été plus tard condamnée. Les successeurs ont voulu effacer l'hérésie d'Akhenaton et tout ce qui était lié à lui, y compris Méritaton. Ainsi, même si elle a régné, même si elle a éduqué Toutankhamon, ils ont tout fait pour l'enterrer dans les sables de l'histoire. Quoi qu'il en soit, peut-être que cette nouvelle ville nous en dira plus sur les mystères de la période amarnienne, l'une des périodes les plus chaotiques de l'Égypte ancienne. Un jour, je parcourais la jungle, muni d'une carte mal dessinée sur un morceau de tissu. Après des jours de marche, j'atteignis un ancien temple maya. Dès que j'y entrais, un bruit étrange se fit entendre. Je me retournai pour partir, mais soudain, le sol se fissura sous mes pieds, et je tombai directement dans une tombe vieille de 1600 ans. Finalement, j'eus de la chance. Ce jour-là, je ressortis chargé des jades étincelants, de coquillages sculptés, et je trouvai aussi un masque effrayant. Sa malédiction me hante toujours aujourd'hui. Bon, ça ne s'est peut-être pas passé exactement comme ça. Ou peut-être que ça ne m'est même pas arrivé. Hélas, l'archéologie dans la vraie vie, c'est pas comme les films d'Indiana Jones. Cependant, les découvertes peuvent être tout aussi importantes. Surtout au Belize, où des archéologues viennent de découvrir la première tombe identifiable d'un souverain dans la ville maya perdue de Caracol. Après 40 ans de fouilles. Une équipe a finalement réussi à ouvrir une chambre cachée, enfouie profondément sous une structure qu'ils avaient déjà étudiée. Et à l'intérieur de cette tombe, qui a environ 1600 ans, se trouvait Tekab Shak, le premier roi connu de Caracol. On traduit couramment son nom par « Dieu de la pluie et de la branche d'arbre », ce qui est très poétique et vraiment génial. Le roi Tchak était considéré comme une divinité maya qui contrôlait la pluie, le tonnerre et les éclairs. Selon le folklore, il utilisait des haches pour frapper des serpents porteurs de pluie dans le ciel, et il se mettait à pleuvoir. Le roi enterré est considéré comme le fondateur de la dynastie. Et cette dynastie a duré plus de 460 ans. Et en jugeant par ce qui a été enterré avec lui, nous pouvons supposer que le roi Shahak était très admiré. Sa tombe contenait des perles de jade, des os sculptés, des bijoux en coquillage et des vases en poterie rituelle. L'un de ces vases représente Ekchua, la divinité maya du commerce, recevant des offrandes. D'autres montrent des prisonniers liés. Les archéologues ont su qu'ils avaient trouvé une haute royauté lorsqu'ils ont remarqué des quantités considérables de cinabre rouge dans la tombe, un matériau rare et coûteux propre au monde maya. Il y avait aussi un masque en mosaïque de jade, assemblé comme un puzzle pour couvrir le visage du roi d'un vert éclatant. On n'utilisait pas seulement le jade parce qu'il est très brillant. Il était sacré et symboliquement associé à la vie et à la mort. Le jade poli scintille comme s'il avait été trempé dans de l'eau, et il est froid au début mais se réchauffe rapidement dans la main. Pour les anciens mayas, cette qualité faisait du jade une substance vivante, respirante. Et pour cette raison, il possédait une grande importance religieuse et spirituelle. Les mayas l'associaient au souffle de la vie, à la royauté, à l'éternité. Couvrir de jade le visage de quelqu'un montrait à quel point cette personne était importante. Le masque du roi Shak n'a pas encore été examiné correctement, mais un autre masque célèbre, celui du roi Pakal, est lui constitué de plus de 346 fragments de jade vert. Un travail méticuleux. Mais ce qui est peut-être le plus fascinant, symboliquement à propos de ce roi, c'est qu'il était vieux, pas seulement parvenu au bout d'une longue vie, mais vieux au point d'être édenté. Pour nous, cela signifie qu'il ne sait pas bien nettoyer les dents. Parce que non, on ne perd généralement pas ses dents simplement en vieillissant, à condition qu'on maintienne une bonne hygiène bucco-dentaire et qu'on ait les soins adéquats. D'un autre côté, selon les légendes mayas, les édentés possédaient des pouvoirs spirituels. Les dirigeants et les chamans servaient d'intermédiaires entre les différents royaumes, et dans l'art, les divinités âgées ou du monde souterrain étaient souvent représentées sans dents. Et puisqu'on parle de monde, la cosmologie maya divisait l'univers en 3 couches. Le monde du haut était le domaine des dieux. Le monde du milieu était celui des hommes. Il reposait sur le dos d'une tortue
ou d'un caïman géant et était entouré d'une mer primordiale. Et en dessous se trouvait le monde d'en bas, connu sous le nom de Xibalba, un royaume sombre et complexe, peuplé d'esprits et d'ancêtres. Et certaines personnes, notamment les dirigeants, les chamans et les anciens, étaient censés se déplacer entre ces mondes. Notre roi était un dirigeant, portait un nom de type divin et était un ancien édenté. Son niveau de puissance devait être incommensurable. Mais ce n'est pas tout. Voici le plus inquiétant. La tombe était enfouie sous une autre tombe, découverte en 1993. Les archéologues enquêtèrent sur une autre sépulture lorsqu'ils ont réalisé qu'une autre chambre était cachée en dessous. Une cachette intéressante. Remarquablement, ça a fonctionné. Pendant plus de 1600 ans, personne ne l'a trouvée. Cela fait de la tombe de Tekab Chahak la première jamais découverte à Karakol, qui puisse être définitivement liée à un souverain connu, grâce aux hiéroglyphes, au contexte funéraire et aux artefacts. Si vous n'êtes pas fan de géographie ou d'histoire, vous n'avez probablement jamais entendu parler de Karakol. Aujourd'hui, c'est une ruine isolée au cœur des jungles de l'ouest du Belize. Mais il y a environ 16 siècles, Karakol était l'une des plus grandes et des plus puissantes villes de tout le monde maya. À son apogée, elle s'étendait sur plus de 200 km², ce qui, pour référence, est plus vaste que l'actuelle Belize City. Sa population était d'environ 100 000 personnes. C'est plus que la plupart des villes européennes de l'époque. Et elle n'était pas seulement grande, elle était avancée. Karakol comptait des pyramides, des terrains de jeux de balles, des palais, des réservoirs et un système routier très complexe. Des autoroutes de calcaire s'étendant sur des kilomètres à travers la jungle. Des fouilles passées ont également mis au jour des pointes de flèches, des forêts, des fusailloles, des figurines et des outils du quotidien. La tombe de Tekab Chahak est l'une des 3 tombes principales trouvées dans l'acropole nord-est. Celle-ci est située près de Kahana. Le complexe architectural central de Karakol est l'un des plus hauts bâtiments construits par l'homme au Belize jusqu'à aujourd'hui. Il atteint une hauteur impressionnante de 43 mètres et comporte plusieurs étages où l'on trouvait l'élite et les temples. Mais même avec cette taille, trouver des tombes n'est pas du tout chose facile. La plupart ont déjà été pillées. Nous ne savons pas ce qui se cache encore là-bas. Et dans certaines zones, creuser risque de causer de dégâts. C'est pourquoi il a fallu des décennies aux chercheurs pour finalement trouver quelque chose d'intact. Toutefois, ils ont répertorié plus de 850 sépultures et 175 tombes à Karakol au cours de leur mission qui a duré 4 décennies. L'une des premières tombes, datant d'environ 350 de notre ère, est une sépulture par crémation contenant des artefacts rituels tels que des lames en obsidienne, des pointes de lance et des stylets de céramique associés au Mexique central. Si vous êtes archéologue, cette ville sera pour vous mine d'or historique. Mais les mines d'or historiques s'accompagnent souvent de mises en garde. Par exemple, n'entrez pas, le plafond pourrait vous tomber dessus. De plus, même si les scientifiques sont enthousiastes à propos de cette découverte, le roi est probablement agacé s'il peut réellement voyager entre les différents mondes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant que le repos éternel du roi a été perturbé? En ouvrant et en entrant dans la tombe de Tekab Chahak, les archéologues ont pénétré dans un lieu sacré censé rester fermé. Les tombes mayas n'étaient pas simplement des trous dans le sol avec un cercueil joliment taillé. Elles étaient scellées comme des coffres cosmiques, fermés avec de la pierre, de la terre, et parfois des rituels de fermeture élaborés. L'idée, c'est qu'une fois refermée, ce que la tombe contenait ne devait plus être touché. L'archéologie à Karakol et dans d'autres villes mayas nous ont bien prouvé tout ça. Des couches épaisses et impénétrables, des offrandes définitives et des débris soigneusement déposés signifiant clairement que nul ne devait pénétrer à l'intérieur. Les archéologues d'aujourd'hui les traitent encore ainsi. Ils travaillent selon des lois et des protocoles stricts et font montre du plus grand respect pour ce que tout cela représentait pour les bâtisseurs d'origine. Cependant, il est étrange de penser à la mythologie et de se demander si Chahak va hanter les archéologues. Je suppose que nous verrons bien. Il ne devrait pas avoir peur. Il est vieux et n'a pas de dents. Peut-être qu'il les embêtera avec de la pluie. Après tout, il tient son nom d'une divinité pluvieuse, et nous ne connaissons toujours pas sa véritable puissance. Les Mayas étaient une civilisation fascinante, et leur structure compte encore parmi les plus mystérieuses que l'on puisse trouver. Bien qu'ils aient été isolés du monde connu, ils ont également construit des pyramides sans grue, cartographié le ciel nocturne sans télescope, et ils savaient comment enterrer un roi. Karakol est plein de secrets. Une tombe cachée sous une autre tombe, un roi édenté avec un masque effrayant, et le nom d'une divinité, c'est presque incroyable. Et étonnamment,
On continue aujourd'hui de faire des découvertes. Alors peut-être qu'il n'est finalement pas trop tard pour moi. Mais d'abord, voyons un peu les conséquences de cette malédiction, d'accord? Des pas résonnèrent derrière lui. Le cœur battant la chamade, il bondit vers la statue imposante, de ses doigts cherchant la crevasse dissimulée. Le temps pressait. Il l'enfonça au moment où les cris se rapprochaient. Il respira profondément, son cœur comme un tambour. Puis il courut, disparaissant dans l'obscurité, laissant son secret enfoui dans la pierre, en attente d'être découvert. Au cours de l'histoire, les statues n'ont pas seulement été les gardiennes silencieuses du passé. Elles ont aussi servi de cachette, certains objets disparaissant pour toujours, d'autres découverts au hasard des fouilles. Découvrez leurs secrets les plus mystérieux. En 2016, alors que des experts australiens préparaient une statue vieille de 645 ans pour une vente aux enchères, ils découvrirent qu'elle abritait un secret. Un billet de banque ancien dissimulé à l'intérieur de sa tête creuse. Émis en 1371 sous l'empereur Zhou Yuanzheng, le billet valait 1000 pièces de cuivre ou 28 grammes d'argent. Plus frappant encore, il portait un avertissement sinistre. Malgré que la statue ait eu plusieurs propriétaires, personne n'eut connaissance de ce billet pendant des siècles. Rare vestige d'une époque où la monnaie en papier était encore une nouveauté, ce billet fut rapidement mis aux enchères, poursuivant son voyage à travers le temps dans le monde moderne. Les statues sont devenues plus que de simples symboles. Elles étaient à présent les gardiennes et conservatrices de l'histoire, et parfois même des outils salvateurs. En 2017, des experts en restauration qui travaillaient sur une statue du XVIIIe siècle en Espagne firent une découverte remarquable. Dissimulées dans l'intérieur creux de la statue se trouvaient 2 lettres écrites en 1777, offrant un aperçu de la vie quotidienne, des coutumes locales et de l'économie de l'époque. De manière similaire, en 2023, lors de rénovations à l'Académie militaire des États-Unis à West Point, une boîte fut découverte à l'intérieur du socle de marbre d'une statue représentant le héros Tadeusz Kościuszko. Placée là il y a presque 200 ans, cette capsule temporelle nous offre un lien tangible avec le passé riche en histoire de l'institution. Le mystère entourant les statues et leur potentiel à dissimuler des secrets s'étend à certains des monuments les plus emblématiques du monde. Peu d'endroits sont aussi enveloppés de mystères que le Grand Sphinx de Gizeh. Pendant des siècles, archéologues, historiens et explorateurs ont spéculé sur ce qui pourrait être caché sous sa massive silhouette de calcaire. Certaines personnes pensaient que le Sphinx dissimulait la légendaire salle des archives, une hypothétique bibliothèque contenant un savoir ancien, peut-être même la sagesse perdue de l'Atlantide. Ces dernières années, les avancées technologiques des radars à pénétration de sol ont révélé des cavités sous le Sphinx, amenant de nombreux experts à croire que la statue pourrait cacher des chambres ou des passages encore inconnus, certains éventuellement liés à des tombes royales ou à des structures souterraines. L'existence potentielle de chambres cachées sous le Sphinx captive notre imagination depuis des générations. Mais ce qui est peut-être encore plus intriguant, c'est le travail récent, effectué par des chercheurs de l'Université de New York, qui ont étudié les forces environnementales qui ont façonné le Sphinx. Après avoir modélisé l'impact des vents anciens, les chercheurs ont pu conclure que le Sphinx avait été initialement formé par une érosion naturelle, avant que les humains ne perfectionnent davantage sa forme. De telles révélations ouvrent de nouvelles voies pour comprendre la fonction du monument, ainsi que l'importance culturelle et spirituelle qu'il détenait à l'époque. Les anciens Égyptiens vénéraient Sobek, le dieu à tête de crocodile représentant la puissance et le Nil, et momifiaient souvent des crocodiles pour lui rendre hommage. Ces créatures étaient déplacées dans des temples ou des tombes en tant qu'offrande aux dieux ou pour garantir un passage sûr vers l'au-delà. Récemment, un groupe de chercheurs s'est lancé dans une étude intéressante sur un crocodile momifié par les embaumeurs égyptiens. Ils ont utilisé un scanner qui leur a révélé toutes sortes de détails fascinants sur la façon dont ce crocodile avait vécu et ce qui était arrivé à son corps par la suite. Pour les anciens Égyptiens, les animaux n'étaient pas simplement des compagnons domestiqués. Ils jouaient un rôle majeur dans leurs rituels, servant de passerelle entre les humains et les dieux. Les faucons, par exemple, étaient associés à Horus, la divinité solaire, car leur vol les rapprochait du soleil. Les chats étaient liés à Bastet, déesse mère féroce et protectrice. Les crocodiles étaient parmi les animaux que l'on momifiait le plus souvent. On considérait ces reptiles comme des symboles de Sobek, le seigneur du Nil,
dont la présence annonçait la crue annuelle qui apporterait l'eau et le sol fertile nécessaires à l'agriculture. Dans le passé, l'étude de tels artefacts risquait souvent d'endommager la momie, mais grâce aux techniques d'imagerie moderne, les chercheurs ont pu examiner le crocodile sans l'abîmer. Les radiographies et les scanners ont révélé que le système digestif du crocodile était rempli de petites pierres appelées gastrolites, que les crocodiles ingèrent souvent pour faciliter leur digestion et maintenir leur flottabilité. Au milieu de ces pierres, ils ont aussi trouvé un hameçon en métal et un poisson. Cela suggère que ces grands crocodiles momifiés étaient capturés dans la nature à l'aide d'hameçons et de poissons. Cela correspond à ce que les historiens grecs anciens ont écrit sur la vie en Égypte. Enfin, presque. Les Grecs croyaient que les Égyptiens utilisaient des porcs pour attirer les crocodiles. Ainsi, comme vous l'avez remarqué, les chercheurs et les archéologues utilisent des technologies de pointe et un travail pratique minutieux pour découvrir les secrets des civilisations anciennes. Le processus commence par des relevés utilisant des radars à pénétration de sol et la numérisation 3D pour détecter des chambres cachées, des tunnels ou des anomalies sous la surface. Une fois un site prometteur identifié, une excavation soigneuse commence. Les couches de sol et de débris sont retirées lentement, afin que rien ne soit endommagé ou perdu. Une exposition au Rijksmuseum à Amsterdam présente une remarquable statue tibétaine du XVe siècle, en cuivre doré, de Guya Samaja Akshobhya. Cette figure, qui symbolise l'unité des forces opposées et un état supérieur d'éveil spirituel, était auparavant inconnue de la collection du musée. Une étude récente de cette statue a révélé des reliques et des parchemins cachés à l'intérieur de sa structure creuse, offrant des perspectives profondes sur les pratiques religieuses de l'époque. L'exposition présente plus de 75 chefs-d'œuvre d'Asie, parmi lesquels la statue récemment acquise de Guya Samaja Akshobhya, et met en lumière le savoir-faire complexe et la signification spirituelle enracinée dans de tels artefacts. Au cœur de Vérone, un secret était caché depuis des décennies à l'intérieur de la statue en bronze de Juliette. Sculptée en 1969, elle est devenue un symbole de l'amour, et de nombreux visiteurs viennent la toucher en quête de romance et de chance. Mais sous sa surface polie, Juliette cachait quelque chose d'extraordinaire. Au fil du temps, ses caresses ont formé de minuscules fissures dans sa surface. Les amoureux du monde entier glissèrent des lettres à l'intérieur de ces fissures, des confessions, des supplications désespérées, des promesses éternelles. Certains y jetaient des clés, scellant leur amour, avec des cadenas devenus alors impossibles à ouvrir. En 2014, des experts en restauration ont fait une découverte surprenante. Alors qu'ils travaillaient à réparer la statue, ces centaines de déclarations d'amour et de clés rouillées ont été mises au jour. Tous ces vœux oubliés enfermés dans le corps de Juliette. Les statues servent souvent de symbole pour le pouvoir et la force. Cependant, ces derniers temps, les statues ont également été utilisées pour transmettre des messages aux générations futures. Le concept de capsule temporelle, un objet ou une collection d'objets placés dans un conteneur scellé puis enterré ou caché pour être découvert plus tard, a une longue histoire. Et à l'époque moderne, les statues étaient parfaites pour servir de capsules. Elles permettaient aux gens de communiquer avec les générations futures d'une manière très concrète. En 2014, alors que des ouvriers retiraient avec précaution un lion doré au sommet de l'ancienne maison d'État de Boston pour une restauration, ils ont fait une découverte surprenante. Quelque chose cliquetait à l'intérieur de sa tête creuse. Un article du Boston Globe de 1901 mentionne une capsule temporelle cachée. Mais au fil des ans, l'histoire a été oubliée. Puis, un descendant du sculpteur a découvert une lettre et a appris la vérité. À l'intérieur de la tête du lion se trouvaient des journaux, des photographies, des autographes et des lettres appartenant à un passé lointain, des messages scellés pendant plus d'un siècle. Lorsque la capsule fut ouverte, c'était comme si l'histoire elle-même retenait son souffle. Les autorités ont prévu de poursuivre cette tradition en ajoutant des artefacts modernes avant de refermer la tête creuse du lion afin que ses trésors soient redécouverts au XXIe siècle. Nous ne savons pas si elles l'ont réellement fait, cependant. Les progrès des technologies d'imagerie ont permis aux chercheurs de dévoiler des détails cachés dans des sculptures célèbres sans les endommager. En 2014, des experts en restauration au Mexique ont fait une découverte en examinant une statue en bois vieille de 300 ans. De véritables dents humaines étaient cachées sous son visage serein. Cette révélation n'a pas été faite par la fouille, mais par la technologie.
Lorsque les préservationnistes ont pris une radiographie de la statue, s'attendant à trouver des détails structurels, ils ont vu une denture parfaite, intégrée dans la bouche. Contrairement à d'autres statues historiques de la région, qui contenaient parfois de vrais cheveux que les gens avaient donnés aux statues, cette découverte était complètement inattendue. Ce spécimen singulier avait à peu près la taille d'un husky et aurait pu être pris pour tel s'il n'était pas totalement dépourvu de fourrure et s'il ne s'agissait pas d'un redoutable prédateur doté de longues canines acérées. Charmant. Voici le plus ancien animal à dents de sabre jamais identifié. Il arpentait la surface de la Terre bien avant l'apparition des dinosaures. Les chercheurs ont pu établir sa description à partir de fossiles exhumés sur l'île espagnole de Majorque, en Méditerranée. Il y a environ 200 millions d'années, bien avant qu'aucun d'entre nous n'existe, les tout premiers mammifères firent leur apparition, cohabitant alors avec les dinosaures. Mais si l'on remonte plus avant dans l'arbre généalogique des mammifères, on parvient à un groupe ancien nommé Thérapsides. Bien qu'il n'ait guère ressemblé aux mammifères actuels, il présentait déjà certains traits fondamentaux qui allaient, avec le temps, caractériser pleinement cette classe animale. Les thérapsides, par exemple, présentaient des ouvertures particulières sur les côtés du crâne, destinées aux muscles de la mâchoire. Certaines parties de leur ossature mandibulaire allaient, avec le temps, se transformer en osselettes de l'oreille moyenne, présents chez tous les mammifères, vous inclus. La récente découverte pourrait bien correspondre aux plus anciens fossiles de thérapsides jamais identifiés. Ce spécimen, encore sans nom officiel, appartient au groupe des gorgonopsiens. Ces créatures étaient plus étroitement apparentées aux mammifères qu'à tout autre être vivant actuel. Certaines avaient la taille d'un chat, d'autres rivalisaient avec les ours polaires. Les gorgonopsiens possédaient divers types de dents, adaptés à des fonctions spécifiques, un trait typiquement mammalien. Mais à la différence des mammifères, ils renouvelèrent leurs dents en permanence, y compris leurs longues canines en forme de sabre. Cela pourrait s'avérer fort utile. Jusqu'à présent, les plus anciens fossiles de gorgonopsiens connus dataient d'environ 265 millions d'années. Ce nouveau spécimen est encore plus ancien. Son âge est estimé entre 270 et 280 millions d'années. La découverte est particulièrement complète et bien conservée. Elle inclut ses crocs effilés, une partie de la mâchoire, des éléments de la colonne vertébrale, des côtes, des vertèbres caudales, des phalanges, ainsi qu'une grande partie d'un membre postérieur. Même si le crâne n'a pas été retrouvé en entier, les chercheurs estiment ce qu'il mesurait près de 18 cm. L'animal, quant à lui, devait atteindre la taille d'un chien de gabarit moyen à grand, avec un poids compris entre 30 et 40 kg. Pour autant, sa silhouette n'avait que peu à voir avec celle d'un chien. Malgré certains aspects évoquant les reptiles, le qualifier de chien-lézard serait inexact. Mammifères et reptiles partagent certes un ancêtre très ancien, remontant à environ 320 millions d'années, mais leurs lignées ont divergé depuis bien longtemps. À l'époque où cette créature foulait le sol, l'île de Majorque se trouvait au cœur du supercontinent Pangée. Ce territoire connaissait alors des alternances marquées de saisons extrêmement humides et très sèches. Les chercheurs se sont souvent demandé si les grandes étapes de l'évolution des mammifères avaient eu lieu dans de telles zones tropicales, mais les fossiles nécessaires à cette démonstration faisaient jusque-là défaut. Avec la mise au jour du plus ancien gorgonopsien connu à Majorque, les pièces manquantes de ce puzzle évolutif commencent à se rejoindre. Il semble que d'importantes étapes de l'évolution des mammifères aient pu se produire dans des régions tropicales peu explorées. Ce prétendu vide fossile tiendrait peut-être simplement au fait que les fouilles n'étaient pas menées aux bons endroits. Notre protagoniste du jour n'était pas le seul spécimen extraordinaire à avoir marqué l'histoire avant l'ère des dinosaures. Il y a plus de 500 millions d'années, des prédateurs étranges dominaient les océans. Parmi eux, Anomalocaris, un nom particulièrement peu engageant, mais qui signifie simplement « crevette singulière ». Cette créature n'avait aucun équivalent parmi les espèces actuelles. Les chercheurs la considèrent comme le tout premier superprédateur, l'épaulard de son temps. Anomalocaris était imposante pour l'époque, atteignant jusqu'à 90 cm, de ses bras tranchants jusqu'à ses nageoires caudales. On pensait autrefois qu'elle se nourrissait de trilobites, mais des recherches récentes montrent qu'elle n'était pas assez puissante pour percer leur carapace. Il s'agissait plutôt d'une chasseresse vive et agile, dotée d'une vision remarquable, ciblant des proies molles qu'elle attrapait dans l'eau. Autre merveille de l'ère pré-dinosaure, un poisson capable de marcher sur la terre ferme.
Un exploit tout à fait remarquable. Tiktaalik évoluait dans des rivières marécageuses, évoquant celles de l'Amazonie actuelle. Il pouvait atteindre 2,70 m, chassait dans les eaux douces comme un crocodile moderne, et possédait un cou mobile ainsi que des poumons primitifs, lui permettant de survivre aussi bien sur terre que dans l'eau. La raison pour laquelle des poissons comme Tiktaalik ont commencé à explorer la terre ferme, il y a environ 395 millions d'années, demeure obscure. À cette époque, le supercontinent de Gondwana se rapprochait lentement du futur continent nord-américain, formant de vastes zones marécageuses. Ces environnements, humides, peu profonds et proches de l'équateur, offrirent des conditions idéales à l'essor d'animaux amphibies, comme les crocodiles. La nourriture sur Terre était rare. Peut-être se sont-ils aventurés là pour des raisons de sécurité, trouvant moins de prédateurs et de meilleurs endroits pour pondre leurs œufs que dans l'eau. Ces créatures ont d'abord vécu en pleine mer, puis dans des eaux peu profondes, avant de coloniser les marais et les rives, pour enfin, après une lente transition, s'établir pleinement sur la terre ferme. Imaginez un mille-pattes géant, long de 2,5 mètres et pesant jusqu'à 50 kg. Arthropleura, qui vivait il y a plus de 300 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Angleterre. Durant la période du Carbonifère, l'atmosphère terrestre contenait plus de 26% d'oxygène, contre environ 21% à l'heure actuelle. Pendant longtemps, les chercheurs ont cru que ces niveaux élevés d'oxygène expliquaient l'imposante taille de ces animaux. Toutefois, une découverte fortuite a révélé un fossile datant d'une période où la teneur en oxygène était à peine supérieure à celle d'aujourd'hui. Cette trouvaille, mise au jour par la fracture opportune d'un rocher, fait partie des spécimens de mille-pattes géants les plus complets et imposants jamais découverts. Cette créature aurait pu habiter non seulement les zones marécageuses, mais également les forêts clairsemées, regorgeant de graines, de noix et peut-être même de petits animaux. Il est plausible qu'elle n'ait pas été un simple herbivore lent et laborieux, mais un prédateur agile et opportuniste, capturant toute proie à sa portée. Après avoir dominé la Terre pendant environ 45 millions d'années, ces mille-pattes géants ont fini par disparaître, probablement chassés par les reptiles, qui ont ainsi préparé le terrain pour l'avènement des dinosaures. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui résulterait du croisement entre un ours polaire et un tigre à dents de sabre, voici la réponse. Inostrancevia dominait les écosystèmes méridionaux après avoir migré sur plus de 11 000 km à travers la Pangée. Il y a environ 252 millions d'années. Sa peau, aussi résistante que celle d'un rhinocéros, et ses canines massives, parfaitement adaptées pour déchirer les chairs, en faisaient un redoutable coureur. Une fois installé dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud, il supplantait une grande partie des prédateurs locaux. Cependant, sa suprématie fut de courte durée, car vers la fin de la période permienne, d'immenses éruptions volcaniques provoquèrent des changements climatiques profonds, entraînant la disparition d'environ 90% des espèces vivantes. Les grands prédateurs, caractérisés par leur croissance lente et leur rareté, sont souvent les premiers à succomber lors de telles extinctions massives. Et c'est ainsi que notre protagoniste disparut. Notre dernière créature du jour est une libellule géante qui vivait il y a environ 300 millions d'années. Avec une envergure excédant les 60 cm, 2 paires d'ailes, 6 longues pattes épineuses et d'énormes yeux globuleux, Meganera est sans doute le plus grand insecte volant à avoir jamais existé, surpassant largement les libellules actuelles, qui sont ses lointaines parentes. À l'instar des libellules modernes, Meganera fréquentait les espaces ouverts proches des étangs et ruisseaux à courant lent. Toutefois, elle ne se nourrissait pas uniquement de petits insectes, mais dominait ces milieux en tant que prédateur principal, capturant proies diverses en plein vol, y compris d'autres insectes volants, de petits amphibiens, voire des animaux proches des lézards, grâce aux épines de ses pattes formant un véritable piège volant. Les premiers fossiles de Meganera furent découverts en France en 1880 dans des roches riches en charbon. Leur conservation remarquable permettait d'observer le dessin précis des nervures alaires. Les chercheurs estiment que cette taille exceptionnelle résultait de l'absence quasi totale de concurrence chez les vertébrés et d'un taux d'oxygène atmosphérique bien supérieur à celui d'aujourd'hui durant le Carbonifère. Au cœur de la forêt amazonienne se trouve une caverne si vaste qu'elle défie l'entendement. Longue de 610 mètres, elle est assez grande pour qu'un être humain puisse y circuler librement. Ses parois sont marquées de profondes griffures énigmatiques. Et ce n'est pas un cas isolé. Si vous vous rendez dans le sud du Brésil,
vous trouverez plus de 1500 cavernes similaires, allant de modestes terriers à de véritables galeries monumentales. Ces grottes n'ont rien des cavernes classiques pleines de chauves-souris. Il s'agit de ce que les chercheurs appellent des paléoterriers, d'anciennes structures souterraines creusées par des bêtes si énormes qu'elles font paraître nos éléphants minuscules. Quoi qu'elle ait été, la créature responsable a excavé à elle seule l'équivalent de la masse de 800 éléphants. Je sais, cela ressemble encore à une grotte ordinaire, mais les spécialistes ont vite remarqué qu'elle était particulière. Ses parois étaient bien trop régulières, et le sol, remarquablement lisse. Or, ni l'eau ni l'érosion ne peuvent produire des marques aussi précises. Ces grottes brésiliennes constituent les plus vastes archives géologiques d'une activité animale connue. Comme si l'on entrait dans une habitation préhistorique bâtie par des créatures de la taille d'une voiture. Pour résoudre ce mystère, les chercheurs ont examiné les griffures sur les murs et ont conclu qu'elles avaient sans doute été faites par d'énormes paresseux terrestres. Une espèce nommée Valgyps, dont le poids pouvait avoisiner les 4 tonnes, et qui aurait pu dévorer en 3 jours l'équivalent de votre alimentation annuelle. Aussi massifs soient-ils, ces animaux ne pouvaient creuser seuls d'aussi longs tunnels, ils devaient collaborer. C'est pourquoi les scientifiques pensent que plusieurs paresseux utilisaient un même tunnel et le creusaient ensemble. Il se peut même que de gigantesques tatous aient contribué à l'ouvrage, car ils étaient des excavateurs extrêmement habiles, et eux aussi habitaient à cette région. D'accord, mais pourquoi un paresseux ou un tatou géant aurait-il besoin d'un terrier long de 610 mètres? Excellente question. Et la vérité, c'est que les scientifiques ne le savent pas encore avec certitude. Il paraît peu probable qu'un tel ouvrage ait été creusé uniquement pour fuir les prédateurs, surtout quand on sait qu'un tigre à dents de sabre aurait pu y pénétrer sans difficulté. À moins qu'il n'ait inventé des systèmes de sécurité préhistoriques, cette hypothèse comporte quelques failles. Haha, jeu de mots pleinement assumé. La meilleure hypothèse concerne sans doute le climat. À cette époque, le monde était plus sec et plus froid. Certaines espèces de paresseux géants prospéraient justement durant les périodes de transition climatique, entre glaciation et réchauffement. Bien que leur masse corporelle les ait protégés contre les variations habituelles, des écarts brusques de température ont probablement poussé ces animaux à s'abriter pour survivre. Et tout comme leurs descendants actuels, ils avaient sans doute du mal à réguler leur chaleur corporelle. Or, se réfugier sous terre leur permettait de préserver leur progéniture et d'économiser leur énergie. Plus un corps est massif, plus il est coûteux à maintenir. Certains chercheurs avancent que ces tunnels ont pu servir de repères partagés à tour de rôle. Un paresseux s'y installe, creuse un peu, laisse quelques traces de griffes, puis repart, et plus tard, un autre investit l'endroit, y ajoutant sa propre signature. En somme, une sorte d'auberge espagnole pour mégafaune préhistorique. Tous les indices pointent vers une forme de multipropriété plutôt qu'une occupation exclusive. Après tout, ces créatures n'étaient en guère sociables. Paresseux comme Tatou préféraient la solitude en duo, généralement mère et petit. Quant au père, il ne restait que pour la partie plaisante. Mais vous aurez sans doute remarqué un léger détail. Ces créatures ont disparu depuis longtemps. Leur extinction remonte à environ 11 000 ans, au moment où les humains ont commencé à se répandre sur la planète, alors qu'une ère glaciaire touchait à sa fin. En vérité, 80% des mammifères pesant plus d'1 kilogramme ont disparu à cette époque. Le premier coupable est bien sûr celui que l'on retrouve toujours sur le banc des accusés, l'être humain. Il y a environ 10 000 ans, une vague de chasseurs experts, munis d'outils distinctifs comme les pointes de lance, a traversé l'Amérique du Nord. La théorie veut que la faune locale n'ait pas su réagir face à ce nouveau prédateur, devenant ainsi une proie facile. Une fois les grands herbivores éliminés, les carnivores ont décliné à leur tour faute de nourriture. Et la chasse n'a pas été le seul facteur. Les premiers humains ont sans doute aussi perturbé les écosystèmes, rendant la vie encore plus difficile pour les grandes espèces. Mais attendez, il y a un autre suspect, le changement climatique. À peu près à la même époque, le climat terrestre a connu un bouleversement majeur. Il est passé d'un froid extrême à un froid plus modéré. Pour situer, la température moyenne avoisinait les 8 degrés Celsius, ce qui a entraîné des saisons instables et la disparition progressive de nombreuses plantes.
Et lorsque la végétation décline, les grands herbivores, comme nos paresseux géants, se retrouvent privés de ressources, ce qui les fragilise davantage. De nombreux chercheurs estiment aujourd'hui que les activités humaines et les bouleversements climatiques ont tous deux contribué à l'extinction, mais selon des modalités différentes suivant les régions. Ici, l'homme aurait rompu l'équilibre. Ailleurs, la nature seule aurait mené l'œuvre à son terme. Quoi qu'il en soit, cette conjonction fatale a scellé la fin des géants. Il s'avère qu'une taille colossale n'est pas toujours un avantage. Les grands animaux vivent plus longtemps et se reproduisent lentement, ce qui les rend extrêmement vulnérables lors des catastrophes. Et leur rétablissement est d'une lenteur dramatique. Après la disparition des dinosaures, par exemple, il a fallu près de 15 millions d'années avant que de nouveaux méga-mammifères n'émergent à leur tour. La dernière extinction majeure remonte à environ 12 000 ans. Une durée bien trop courte pour permettre l'évolution de nouvelles créatures massives. Les plus grands animaux terrestres d'aujourd'hui, comme les éléphants, les rhinocéros ou les bisons, ne sont pas de jeunes espèces. Ce sont les survivants aguerris d'un ancien cataclysme. Et nous partageons encore la planète avec le rorqual bleu, le plus grand mammifère ayant jamais existé. Mais pourquoi certains animaux préhistoriques sont-ils devenus si énormes au départ? En réalité, la taille offre plusieurs avantages. Malgré tout ce que l'on sait sur l'extinction, elle protège des prédateurs et apporte un avantage dans la lutte pour la nourriture. Quand les herbivores prenaient de l'ampleur, les carnivores devaient suivre, sous peine d'être dépassés. L'environnement joue aussi un rôle fondamental. Les animaux à sang froid peuvent grandir davantage dans les régions chaudes afin de mieux dissiper la chaleur, tandis que les géants à sang chaud s'épanouissent dans les climats froids pour mieux conserver la leur. Un paléontologue a avancé que certains végétariens de taille démesurée avaient besoin d'un ventre énorme juste pour digérer les plantes ligneuses de leur époque, comme s'ils transportaient un bar à salade dans leur abdomen. Il faut aussi parler de l'oxygène. À l'époque, l'atmosphère terrestre en contenait bien plus qu'aujourd'hui. Et cela change tout, surtout pour les espèces dotées de systèmes respiratoires peu efficaces, comme les insectes. Ce surplus d'oxygène leur permettait de croître davantage et d'être plus actifs. Un véritable mode turbo offert par la nature. Il convient également de mentionner les os, en particulier ceux qui étaient de plus légers. Nombre de dinosaures géants possédèrent des sacs aériens intégrés à leur squelette, à l'image des oiseaux actuels. Leurs os restaient solides sans devenir trop lourds, ce qui leur permettait d'atteindre une taille impressionnante sans s'effondrer sous leur propre poids. Ces sacs aériens servaient aussi au refroidissement, ce qui est vital quand on est littéralement une chaudière ambulante de muscles. À l'inverse, les mammifères modernes subissent les limites imposées par la gravité et la biologie. Des corps plus volumineux exigent un cœur plus robuste, des poumons puissants et une pression sanguine suffisante. Or, la terre ferme n'apporte que peu de soutien. C'est aussi ce qui explique pourquoi les baleines ont dépassé les dinosaures en taille. L'océan agit comme un système de soutien naturel. Grâce à la flottabilité, leur masse est portée, ce qui permet au rorqual bleu d'atteindre une masse impressionnante de 150 000 kg, sans finir aplati. Sur la terre ferme, une telle corpulence poserait de graves problèmes physiologiques. Ainsi, les anciens géants n'étaient nés pas de simples bizarreries de la nature, mais le fruit d'un équilibre précis entre air, nourriture, environnement et lois physiques travaillant de concert. Cette extinction fut certes une tragédie pour les paresseux géants, ces véritables ingénieurs de la nature, mais elle nous a sans doute évité de cohabiter avec des insectes de la taille de corbeaux, comme certains méganisoptères, ou encore des 1000 pattes de près d'1,80 m de long. Gloops! Sur ce, si vous le permettez, je vais aller rendre hommage aux paresseux modernes, lents, petits et heureusement incapables de remodeler la planète, ou de me provoquer des crises de panique entomologique. Quand tu entends parler de ruines anciennes, tu ne les imagines jamais suspendues quelque part, ou simplement accrochées à la branche d'un arbre, n'est-ce pas? En fait, pour la plupart des objets anciens que nous avons exposés dans les musées du monde entier, les archéologues ont fait un travail de fouille impressionnant. Tu vois, les bâtiments ont cette drôle de façon de se dégrader avec le temps si l'on n'en prend pas soin correctement. Parfois, nous devons réutiliser certains matériaux de construction, et une bâtisse plus ancienne peut alors être sacrifiée dans le processus. D'autres fois, les maisons sont abandonnées, et dès qu'elles sont exposées aux éléments en surface, comme la pluie ou le soleil, elles n'ont plus aucune chance. Certaines s'écroulent tout simplement sous l'effet de la bonne vieille érosion. La seule façon pour un édifice de survivre à l'épreuve du temps est d'être enterré en profondeur. Mais comment ces architectures finissent-elles par être enterrées? C'est une véritable comédie d'erreurs. Les villes anciennes avaient l'habitude d'élever progressivement le niveau de leur sol,
comme un enfant qui ajoute des garnitures à sa coupe glacée. En effet, ces colonies étaient toujours occupées à collecter de la nourriture et des matériaux de construction pour faire face à l'augmentation constante de leur population. Mais qui a le temps de s'occuper des déchets et des ordures? À l'époque, ce n'était pas vraiment une priorité sur leur liste de tâches. Ainsi, lorsqu'il s'agissait de construire de nouvelles maisons, les civilisations anciennes économisaient leur sueur et leurs larmes en empilant les décombres et en construisant directement dessus. Mais ce n'est pas tout. De temps en temps, les rivières entrent en crue et déposent une couche de sédiments sur le sol des villes. Cela a pour effet d'encapsuler encore davantage ces anciennes constructions. Et dans les régions sèches, comme le désert, où le vent aime à montrer ses mouvements de danse de sable et de poussière, tu peux parier que c'était une lutte constante pour garder les établissements propres. Un exemple hilarant est celui du Sphinx, dont la tête était enfouie dans le sable jusqu'à ce qu'un groupe d'archéologues le mette au jour en 1917. Certaines villes anciennes ont fini par être recouvertes parce qu'elles étaient complètement abandonnées. Avec moins d'activité humaine pour contrôler leur expansion, les graines de plantes n'ont pas pu résister à l'opportunité et ont germé un peu partout. Elles ont absorbé le dioxyde de carbone de l'air et se sont développées, ajoutant de plus en plus de volume au sol. Scieuses racines effrontées ont même décidé de stabiliser le sol constitué de matière végétale en décomposition, créant ainsi plusieurs couches de terre. C'est comme si Mère Nature s'était lancée dans un ultime projet de bricolage, avec les plantes comme fidèles auxiliaires. Fouiller dans les secrets des civilisations anciennes, ce n'est pas seulement déterrer un monde perdu, c'est aussi une quête épique pour révéler les trésors cachés sous les couches de l'histoire. Mais comment les archéologues savent-ils d'abord où creuser? Si tout est recouvert de multiples couches de sédiments, de débris et de racines de plantes, ils doivent avoir une sorte de système auquel ils se fient avant de se lancer dans un nouveau projet, n'est-ce pas? Tout d'abord, ce ne sont pas toujours eux qui suggèrent des fouilles archéologiques à tel ou tel endroit. Je m'explique. Supposons que tu sois un entrepreneur et que tu souhaites construire un nouveau complexe d'appartements luxueux dans ta ville. Cependant, certaines législations locales imposent des exigences avant que ton projet ne puisse démarrer. Par exemple, avant de commencer à construire sur un terrain, il peut être nécessaire de faire appel à des spécialistes pour vérifier le sol. Ces personnes intelligentes peuvent être des archéologues, des géologues ou des paléontologues, et elles doivent garder un œil sur le processus en phase de développement. En cas de découverte d'artefacts ou d'écofacts, termes savants pour désigner des vestiges organiques, ces experts interviennent pour les fouiller et les étudier. Mais qu'en est-il des sites qui n'ont rien à voir avec les bulldozers et les chapeaux jaunes? Les archéologues ont plus d'un tour dans leur sac lorsqu'il s'agit de localiser les points chauds de l'Antiquité. Ils plongent dans les archives historiques et font un travail de détective. En recherchant de vieux documents et de vieilles cartes, ils peuvent reconstituer le puzzle de l'activité humaine dans une région donnée. Si un site a déjà été visité, c'est encore mieux. La découverte de traces de fouilles antérieures ou de récits historiques peut donner aux archéologues de nombreuses informations sur les endroits où poursuivre leur chasse au trésor. Avant de commencer à manier leur pelle, les archéologues se livrent à une sorte de balayage visuel. Armés d'un système de quadrillage, ils se promènent sur le site, à l'affût de tout artefact susceptible de se cacher juste sous la couche supérieure de la terre. Qu'il s'agisse d'outils en pierre taillée, de verres historiques ou même d'anciennes décharges, oui, elles ont aussi de la valeur. Ces explorateurs à l'œil vif peuvent repérer des signes d'activité humaine plus rapidement que la plupart des gens. S'ils tombent sur un hamac coquillé, terme savant pour désigner un dépôt d'ordures, ils savent avec certitude que l'homme a jadis habité cet endroit. Les archéologues ne se contentent pas de leur fidèle pelle. Ils disposent d'un arsenal de gadgets pour les aider dans leur recherche de merveilles cachées. Les outils géophysiques sont en quelque sorte leurs armes secrètes. Prenons l'exemple du résistivimètre. Cet appareil astucieux mesure la composante électrique du sol et tout élément ou artefact enfoui. Un mur enterré, par exemple, produira une résistivité différente de celle du sol environnant. Les magnétomètres et les géoradars fonctionnent de la même manière, mettant en évidence les indices potentiels de trésors anciens dans le sol. Et qui pourrait oublier notre vieil ami, le GPS? Il aide les archéologues à cartographier des emplacements précis, comme une carte au trésor high-tech les menant directement à leur peau d'or. Tu souhaites visiter virtuellement certains des sites archéologiques les plus importants du monde? Suis-moi. Au Royaume-Uni, par exemple, tu trouveras cet endroit intéressant appelé Stonehenge. C'est l'un des nombreux Henges répartis dans le pays, mais celui-ci est vraiment exceptionnel. Imagine cela. Des pierres anciennes et massives se dressent fièrement, disposées sous forme d'un anneau à l'extérieur et d'un fer à cheval à l'intérieur, avec quelques pierres plus petites pour faire bonne mesure. Et devine quoi? Ces pierres étonnantes existent depuis plus de 5000 ans. C'est ce que l'on appelle une longévité à toute épreuve.
C'est là que les choses deviennent intéressantes. Selon le folklore local, le légendaire magicien Merlin a sorti sa baguette magique et a téléporté ses pierres massives depuis l'Irlande. Apparemment, des géants les avaient assemblées là-bas, mais Merlin a décidé qu'elles seraient bien plus belles à leur nouvel emplacement. D'autres pensent qu'il s'agit simplement des ruines d'un ancien édifice spirituel romain. Ces structures étonnantes ont été construites par nos ancêtres de l'âge du bronze. Avec leurs outils simples et leur technologie limitée, ils ont réussi à créer ce chef-d'œuvre monumental. Impressionnant, non ? Malheureusement, nous ignorons encore beaucoup de choses sur cette région. L'objectif initial de Stonehenge reste encore aujourd'hui un mystère. Certes, il existe de nombreuses théories, mais les scientifiques ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord sur le sujet. On sait cependant qu'il est parfaitement aligné pour accueillir le lever du soleil lors des solstices d'été et d'hiver. L'ancienne ville de Pompéi est un site archéologique tout aussi étonnant. Imagine un peu, le Vésuve, un fauteur de troubles notoires, a décidé de piquer une crise volcanique et a complètement recouvert cette ancienne ville romaine. Il l'a transformée en capsule temporelle, située à l'extérieur de l'actuelle Naples, en Italie. En 1748, une bande d'explorateurs aventureux est tombée sur Pompéi. Ils ont découvert alors un trésor de choses bien conservées. Des rues, des maisons, de la nourriture, probablement un peu périmée, des bijoux clinquants, des sculptures raffinées, des fresques colorées, des objets ménagers de tous les jours, et même des restes humains et animaux. C'était comme une fête archéologique épique. À première vue, Pompéi avait tout pour plaire. Des maisons et des villas de luxe, une immense arène de 20 000 places, de jolies petites boutiques d'artisans, des lieux de rencontre comme des tavernes, sans oublier les endroits coquins comme ces bains luxueux où l'on pouvait se faire dorloter intensément. Il y a aussi le sanctuaire d'Apollon, où les gens se réunissaient pour leur culte quotidien. Et bien sûr, le cœur animé de la ville, le forum de Pompéi, où tous les gens branchés avaient l'habitude de se retrouver. Et devine quoi ? Pompéi est tellement cool qu'elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1977. C'est en quelque sorte le panthéon de l'histoire. Cette liste comprend également de nombreux autres bâtiments et sites célèbres, comme le Taj Mahal en Inde et l'Acropole d'Athènes en Grèce. Le pôle sud ne se limite pas à des manchots et une étendue infinie de neige. Un monde fantomatique y est enfoui. Observez, il se situe précisément ici sur le globe terrestre. Ne confondez pas l'Antarctique avec l'Arctique, qui se trouve au sommet de nos cartes, est bien plus petit et, disons-le franchement, bien moins énigmatique. La calotte glaciaire de l'Antarctique mesure de 2 à 5 km d'épaisseur, soit l'équivalent de 16 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Cette immense couche de glace masque les véritables reliefs et contours du sol antarctique. Nos connaissances sur ce continent mystérieux demeurent limitées, en grande partie à cause de l'omniprésence de la glace et de la neige. Nous ignorons encore la forme exacte et les dimensions précises de cette terre. Cartographier l'Antarctique sans outils titanesques est une tâche d'une complexité extrême. Les satellites, toutefois, ont appris à pénétrer la glace grâce à leurs caméras de pointe. Aujourd'hui, nous savons qu'un paysage ancien, colossal et spectaculaire repose sous cette neige, une sorte de fantôme du passé. Il y a environ 90 millions d'années, l'Antarctique était un lieu bien plus chaud. Ce territoire abritait une forêt tropicale luxuriante, riche en espèces végétales et grouillante de vie. Des rivières y coulaient, dessinant un paysage foisonnant. Puis la glace a tout recouvert. Ce bouleversement a eu lieu il y a environ 34 millions d'années, lors de la transition de l'Éocène à l'Oligocène, une période marquée par un refroidissement significatif de notre planète. C'était le début de l'une des nombreuses ères glaciaires. La Terre subsista, mais fut ensevelie sous une couche de glace et de neige de plus en plus épaisse. Pour l'œil non averti, l'Antarctique est devenu un désert blanc, vaste, uniforme et dépourvu de relief. Les millénaires passèrent, et l'épaisse calotte glaciaire continua de se mouvoir, polissant et transformant le sol. Au fil de millions d'années, elle modifia l'apparence du continent. Aujourd'hui, si l'on examinait le sous-sol, il ne subsisterait pratiquement aucun vestige du pôle sud originel, à une exception près. Dans les régions où la glace est exceptionnellement épaisse et presque immobile, comme en Antarctique orientale, elle joue un rôle inverse. Elle agit comme une couverture particulièrement dense qui protège le sol. En temps normal, des facteurs tels que le vent ou la pluie érodent progressivement le sol, modifiant ainsi sa forme au fil des siècles. Cependant, grâce à cette couche de glace protectrice, ces processus naturels ne parviennent pas à atteindre les strates sous-jacentes. Ainsi, le sol est demeuré presque intact pendant des millions d'années, comme s'il avait été figé dans le temps. Cette zone spécifique,
situé près des bassins subglaciaires d'Aurora et de Schmidt, est désormais surnommé le spectre du paysage antarctique. Cet endroit est resté presque intact depuis qu'il a été recouvert de neige. Il y a 34 millions d'années. Il constitue une empreinte historique unique, capable de révéler l'apparence du sol de l'Antarctique avant qu'il ne devienne ce désert glacé. Lorsque les scientifiques ont exploré l'Antarctique oriental, ils ont mis en évidence un fantôme fascinant. Des traces de rivières anciennes, diverses vallées, de petites îles énigmatiques, ainsi que 3 vastes formations terrestres en forme de U. Mais que signifient-elles exactement? Comme vous le savez, les continents de notre planète sont en mouvement constant, glissant sur un manteau de lave en fusion, comme des céréales dans un bol de lait. Au fil des époques géologiques, ils se sont rassemblés et séparés à maintes reprises. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, un supercontinent nommé Gondwana réunissait plusieurs terres, dont l'Antarctique, qui formait alors une masse unique. Cependant, lorsque le Gondwana s'est fracturé, l'Antarctique a été soumis à de puissantes forces tectoniques. Des fragments de son territoire ont été arrachés les uns des autres et dispersés. C'est ainsi que se sont formés ces grands blocs de terre dissimulés sous l'épaisse couche de glace. Aujourd'hui, les scientifiques souhaitent approfondir l'étude de ce fantôme. Pour cela, ils envisagent de forer la glace, un peu comme on utilise une paille pour atteindre le fond d'un épais milkshake. Cette méthode leur permettra de prélever des échantillons de roches et de sédiments en profondeur, afin d'en apprendre davantage sur l'histoire et le climat de notre planète. L'Antarctique serait le 5e plus grand continent du monde, surpassant l'Europe entière ou l'Australie en taille et rivalisant avec l'ensemble de l'Amérique du Sud. Outre l'Antarctique oriental déjà évoqué, il abrite d'autres régions emblématiques, comme la péninsule antarctique, le pôle Sud, l'Antarctique occidental et la mer de Ross. Ce continent est en quelque sorte un immense terrain gelé, dont les paysages mystérieux et enfouis restent moins explorés que ceux de Mars. Ce que nous savons avec certitude, c'est que sans sa couverture de glace, il révélerait un monde riche en relief, composé de vastes montagnes, de gigantesques canyons et même de volcans en activité. Certains de ces volcans, d'une taille colossale, émergent au-dessus des épaisses couches de neige. Rien qu'en Antarctique occidentale, on en dénombre au moins 138, bien que seulement 8 ou 9 soient encore actifs aujourd'hui. L'un des volcans les plus fascinants est le mont Erebus, le plus méridional du continent et également le plus élevé, culminant à environ 4000 mètres. Sous l'épaisse calotte glaciaire, ce géant abrite des cavernes sous-volcaniques d'une beauté exceptionnelle, où les températures sont suffisamment douces pour rester en t-shirt. La péninsule antarctique s'apparente à un assemblage d'îles montagneuses profondément enfouies sous la surface. Elle est composée de roches volcaniques, relativement récentes, faisant partie de l'anneau de feu du Pacifique. Un cercle gigantesque, regroupant des volcans et des zones sismiques autour de l'océan Pacifique. L'Antarctique oriental, quant à lui, représente une région immense, presque aussi vaste que l'Australie. Il s'étend de la côte est du continent jusqu'au pôle sud. Sous ces glaces, on trouve des formations rocheuses extrêmement anciennes, dont certaines se situent dans la zone évoquée plus tôt. Vous savez sans doute que l'Antarctique est presque totalement dépourvu d'humains. Rien d'étonnant à cela, au regard de la température moyenne avoisinant les moins 43 degrés Celsius. Mais malgré ces conditions extrêmes et la désolation de l'endroit, la vie persiste, et devinez où? Dans les profondeurs de la Terre. En 2017, des chercheurs ont découvert des traces d'ADN d'algues, de mousses, et même de petits animaux inconnus dans de profondes grottes. Cela prouve que, malgré des conditions aussi hostiles, des écosystèmes uniques parviennent à prospérer dans des poches de chaleur isolées sous la neige. Une autre découverte incroyable a eu lieu sous la plateforme de glace de Ross, un écosystème florissant au sein d'une rivière souterraine. Les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps que des lacs et rivières d'eau douce pouvaient exister dans le sous-sol antarctique. Un jour, un satellite a détecté une faille, et après avoir décidé de l'explorer, ils ont utilisé une foreuse alimentée par de l'eau chaude pour fondre la glace et s'y engouffrer. À leur arrivée dans ces profondeurs, ils ont plongé une caméra dans l'une de ces rivières cachées. Au début, ils pensaient découvrir simplement des rochers ou des formations similaires. Mais au contraire, ils sont tombés sur des centaines d'amphipodes, de minuscules créatures ressemblant à des crevettes. Les petites créatures se sont immédiatement regroupées autour de l'objectif, obstruant la caméra et empêchant les scientifiques de mener les observations prévues. Cela peut prêter à sourire,
mais confirment qu'il existe bel et bien un écosystème au cœur de l'Antarctique. Les chercheurs prévoient désormais de l'explorer en profondeur. Et tout cela n'est là que l'affleurement de ce mystérieux monde souterrain. Sous la neige, ce continent cache également le canyon le plus profond, situé sous le glacier Denman. Bien que la fosse des Mariannes demeure le point le plus profond du globe, il convient de préciser que, géologiquement, elle appartient à la croûte océanique. En 1958, des explorateurs ont mis à jour une vaste chaîne de montagnes enfouies sous la glace, comparable aux Alpes en termes d'altitude. Cette chaîne s'étend sur près de 1200 km, avec des sommets culminant à 2700 mètres d'altitude. Et cette splendeur est ensevelie sous des tonnes de glace. Qui sait ce que nous pourrions encore découvrir ici? L'Antarctique abrite environ 60% de l'eau douce de la planète. Cela signifie qu'une fonte totale de ces glaces aurait des conséquences dramatiques. À titre d'exemple, il existe un glacier apocalyptique, officiellement connu sous le nom de Glacier Thwaites. Ce gigantesque bloc de glace, de la taille de la Floride, est actuellement en train de fondre. Chaque année, cela contribue à une élévation des niveaux marins de 4%. Si ce glacier venait à fondre complètement, le niveau des océans augmenterait de 60 cm. Une hausse qui peut sembler modeste, mais qui serait dévastatrice pour les régions côtières du monde entier. Heureusement, les chercheurs ont constaté que même si sa plateforme glaciaire venait à se désintégrer dans les 50 prochaines années, le glacier lui-même ne disparaîtrait pas aussi vite qu'il le redoutait. Bien qu'il perde encore de la glace à un rythme soutenu, ce processus